nouvelles rencontres Averroès. Les rencontres Averroès ont eu lieu pendant une trentaine d'années à Marseille sous l'égide de Thierry Fabre, qui en était la cheville ouvrière, et qui consiste à organiser des tables rondes sur des thèmes qui touchent à la Méditerranée. Donc c'est à Marseille à chaque fin de mois de novembre. Et les nouvelles rencontres Averroès ont eu lieu cette année 2024, du 21 au 24 novembre, avec une nouvelle équipe, dont on va entendre un des représentants, Julien Loiseau, qui va nous expliquer, lors d'un entretien qui avait été fait avant ces rencontres, en quoi consiste en gros le renouvellement. Et puis après, on retrouvera Hassan Salameh, qui était un des invités de ce rendez-vous, qui est un ancien ministre libanais, un médiateur qui a joué un rôle important pour les Nations Unies, que ce soit en Irak ou en Libye, et qui a écrit récemment un ouvrage intitulé « La tentation de Mars, guerre et paix au XXIe siècle » aux éditions Fayard, et avec qui on parlera à la fois de l'actualité puis de manière générale de la question du manque de régulation des conflits qui se multiplient sur Terre. Voilà, il y avait aussi une personne qu'on aurait aimé interviewer mais qui n'a pas pu venir directement, bien qu'elle était en visio, c'est Valérie Masson-Delmotte, qui est une spécialiste des questions du climat, qui est membre ou qui était membre du GIEC, et qui est intervenu plus spécifiquement sur la Méditerranée dans la question du réchauffement et des aléas climatiques, en rappelant que la Méditerranée, c'est à peu près 6% de production des gaz à effet de serre dans le monde, mais 75% de dépendance envers les énergies fossiles. Ça, c'est vraiment très problématique, parce que dans les conséquences, comme elle l'a rappelé aussi rapidement, il y a vraiment un problème qui s'accroît, qui s'aggrave pour les espèces vivantes, une déperdition énorme, et aussi des dégâts au niveau des espèces maritimes, des espèces terrestres, et évidemment concernant les êtres humains, puisqu'il y a à l'heure actuelle à peu près 180 millions de personnes qui font face à des pénuries d'eau autour de la Méditerranée. Et bien sûr, tout ça est lié aux activités industrielles, à la pollution, à l'urbanisme, à tout ce qui contribue à dégager des gaz à effet de serre et à réduire la biodiversité. Voilà, on retrouve maintenant Julien Loiseau, qui va faire un petit tour d'horizon de ce renouvellement des rencontres d'Averroès, donc les nouvelles rencontres d'Averroès, sous le titre de Méditerranée année zéro. On le trouve un peu dans la présentation sur leur site. Le temps est-il venu de repartir à zéro? Devons-nous attendre la catastrophe ou nous résoudre à affronter l'idée qu'elle a déjà commencé? Il n'appartient qu'à nous saisir de la liberté de réfléchir et de débattre, de penser le présent, de rêver le passé, ou d'imaginer l'avenir. On écoute maintenant Julien Loiseau. Nous, on est effectivement une petite équipe de 4, avec Chloé Chambreling, avec Rémi Baye, avec Sopri Boudherbala, et moi-même, et avec l'association des livres comme des idées, Nadia Champem, Fabienne Pavia, à tenter de prolonger ce formidable travail qu'a fait Thierry Fabre pendant plus de 30 ans, et donc d'imaginer à la fois de maintenir, de poursuivre ces rencontres d'Averroès et de leur apporter aussi quelques éléments de nouveauté, d'où ce nom de nouvelles rencontres d'Averroès, qui vont s'inscrire dans la continuité de ces tables rondes du vendredi, du samedi, du dimanche, mais aussi avec d'autres formats qu'on introduit cette année, notamment un grand entretien avec Hassan Salameh, qui a été ministre de la Culture du Liban, qui est universitaire, politiste, spécialiste sciences politiques, qui a enseigné à Sciences Po Paris, et qui est évidemment un grand témoin à la fois du moment que nous traversons aujourd'hui en Méditerranée. C'est quelqu'un qui a été vraiment au premier plan de l'action diplomatique de l'ONU. C'est un grand témoin de notre monde d'aujourd'hui, et qui va nous aider à comprendre à la fois ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient et les perspectives qui peuvent éventuellement s'ouvrir dans l'avenir. Donc un grand entretien, des tables rondes, et puis aussi des masterclass autour de, cette fois-ci non pas d'universitaires, mais d'acteurs qui vont nous présenter leur rapport à la Méditerranée, comme le dessinateur Jules, qui va évoquer la place de la mythologie dans son œuvre de dessinateur,
et notamment de sa création 50 nuances de grec, à la fois album et puis série d'animation. Mais aussi Nicolas Floch, qui lui est photographe et plongeur et qui va nous présenter une autre Méditerranée, la Méditerranée des profondeurs, qui est évidemment en première ligne du changement climatique, ou encore Delphine Rouillot, qui a été la directrice générale de France Terre d'Asile, qui est magistrate à la Cour des comptes, et qui est elle aussi témoin de cette Méditerranée d'aujourd'hui, traversée par la tragédie des migrants en Méditerranée. Ah oui, puis il y a Valérie Masson-Delmat, qui est une climatologue qui commence à être assez connue, hein, donc elle a travaillé ou elle travaille toujours au GIEC, en tout cas elle est très avertie sur la chose. Tout à fait, oui. Alors là, les tables rondes reprennent la formule des tables rondes des rencontres d'Averroès avec des intervenants qui sont issus de différentes disciplines, qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, d'où le titre et le thème que nous avons donné à la première édition de ces nouvelles rencontres d'Averroès, Méditerranée année zéro, comprendre ce qui est en train de nous arriver, mettre les compteurs à zéro, suspendre le temps pendant 4 jours et essayer de comprendre ce qui est en train de nous arriver en Méditerranée, que ce soit en termes climatiques, en termes politiques, en termes culturels. Voilà, après l'historien Julien Loiseau, on va retrouver le politologue Hassan Salamé, qui, comme je vous disais, est auteur d'un ouvrage intitulé « La tentation de Mars, guerre et paix au XXIe siècle » et qui a joué des rôles importants de médiateur pour les Nations Unies dans des situations très critiques, ce qui a été dangereux pour lui d'ailleurs, que ce soit en Irak ou en Libye notamment, qui était aussi ministre au Liban, ministre de la Culture, puisqu'il est libanais avant tout. Donc on va le retrouver maintenant. Et à partir de l'actualité, puisque au moment où on fait cet entretien, fin novembre, c'est le moment où Israël est passé à l'attaque au Liban contre le Hezbollah, mais aussi avec d'immenses des dommages collatéraux, comme on dit, et en fait avec aussi des destructions qui touchaient les civils libanais. Écoutez, sur le Liban, j'allais dire, on est mieux équipé que sur Gaza. Sur Gaza, il n'y a pas de cadre juridique auquel on peut se référer. Il n'y a pas une expression quelconque de la part des Israéliens de ce qu'ils comptent faire de cette population. Il n'y a pas une préparation des pays arabes à venir y assurer la sécurité. Il n'y a rien. Gaza est une espèce de grand point d'interrogation qui comment dirais-je, qui blesse tous les jours nos consciences et nos cœurs. Au Liban, il y a un cadre. Ce cadre, c'est une résolution votée en 2006, après la dernière grande guerre entre le Hezbollah et Israël. C'est la résolution 1701, qui est un cadre assez large, notamment son article 8, et assez précis, sur ce que les deux parties doivent faire pour tenter de rétablir la paix. Après tout ce qui s'est passé, notamment depuis le 23 septembre, les deux parties en sont venues à accepter son application. Alors on a essayé, j'y étais personnellement impliqué en septembre, à trouver une trêve de 21 jours pour tenter d'y trouver, de voir comment on peut l'opérationnaliser, mais quelques heures après que Nasrallah avait accepté la formule qu'on lui avait soumise, il a été tout simplement assassiné par les Israéliens, donc cette première tentative n'a abouti à rien. Il y a eu une deuxième tentative autour de la mi-octobre qui n'a pas non plus abouti, et il y a maintenant une troisième tentative qui a peut-être plus de chances d'aboutir à une trêve de 60 jours, pendant laquelle une commission multilatérale, principalement occidentale en réalité, parce que les Américains ne veulent plus passer par le Conseil de sécurité, met en place des mécanismes pour la mise en application de cette résolution 1701. J'ai un relatif optimisme sur les chances de cette troisième tentative de marcher. Je ne dis pas que c'est garanti. J'ai peur qu'à la dernière minute, les Israéliens mettent de nouvelles conditions à son application, ou que la communauté occidentale, pas internationale, mais simplement occidentale, puisqu'il s'agit d'elle, mettent moins de détermination qu'il ne le faut pour l'appliquer. Mais nous avons un cadre, nous avons une fatigue des deux côtés telle qu'il devient possible d'imaginer qu'ils acceptent cette mise en application. Donc il y a une petite différence entre le cas gazaoui et le cas libanais. Donc
On pourrait aussi penser et espérer que dans les circonstances les plus graves, ça serait aussi le moment de mettre sur la table les éléments fondamentaux, c'est-à-dire revenir à la question de l'occupation tout en tenant compte de l'histoire de l'occupant, si on veut dire, mais on n'arrive même pas à faire ça, à dire les choses. Je mets de côté l'affaire libanaise parce que jusqu'ici, au moins, on n'a pas de convoitise israélienne sur le Liban Sud. On a des projets sécuritaires, des projets de domination, des projets de contrôle, mais on n'a pas de projet d'annexion ou de population ou de colonisation du Liban Sud. Mais sur le reste, le conflit israélo-palestinien, proprement dit, est à un de ces moments les plus aigus, où les risques d'une aggravation de ce conflit sont, à mes yeux, beaucoup plus grands que les risques de solution. Donc je n'imagine pas un retour à un processus de paix dans les mois qui viennent. Ce que j'imagine par contre, c'est la possibilité de l'ouverture d'un front qui serait le principal front de confrontation entre les Palestiniens et les Israéliens, à savoir celui de Cisjordanie. Parce que l'expropriation des terres y va bon train, le harcèlement des populations y va bon train, le projet de colonisation et d'annexion et d'éventuel transfert d'une partie de la population vers la Jordanie voisine y vont bon train. Ça peut exploser, et si ça explose et aboutit à l'annexion, c'est non seulement grave au niveau démographique ou humanitaire, c'est extrêmement grave au niveau politique, parce que la Cisjordanie est le cœur d'un éventuel État palestinien pour ceux qui continuent de pousser pour la solution des deux États. C'est la fin de cette option, et la fin donc d'une option qui prenne en considération les droits légitimes d'autodétermination du peuple palestinien. C'est pourquoi, avec ce qui arrive en Cisjordanie, avec l'élection et surtout une série de 6 nominations capitales faites par M. Trump, notamment comme envoyé spécial au Moyen-Orient de M. Witkoff, notamment la nomination de M. Huckabee comme ambassadeur américain en Israël, tout cela, c'est des partisans de l'annexion de la Cisjordanie. Et les autres aussi, notamment le nouveau secrétaire d'État, M. Rubio, ou le conseiller à la sécurité nationale, M. Walt. Tout ça, c'est une équipe qui est extrêmement favorable aux extrémistes israéliens. Donc j'ai bien peur que le conflit israélo-palestinien lui-même passe au cours des mois qui viennent par des moments encore plus difficiles que par le passé, qui rendent ceux qui cherchent une solution à ce conflit vieux maintenant d'un siècle et demi, plus dans l'embarras qu'ils ne l'ont jamais été. C'est gênant aussi pour l'Union européenne, ce qu'on appelle la communauté internationale, parce que finalement ce conflit, il est à la fois terrible et c'est probablement un de ceux sur lesquels on pourrait avoir le plus de prise, par exemple au niveau des accords euro-israéliens. Si je songe à d'autres conflits, je ne sais pas, si on songe aux Ouïghours en Chine, faire pression sur la Chine, c'est une autre paire de manches. Même faire pression sur la Russie, c'est peut-être plus difficile, et pourtant c'est ce qu'on fait. Par contre, là, on est impuissant devant une situation sur laquelle on pourrait avoir prise. C'est un grand paradoxe. Je crois que les Européens ont 2 problèmes majeurs pour être des acteurs actifs, des acteurs effectifs sur ce conflit. Le premier facteur, c'est que longtemps, depuis les affaires de Camp David et d'Oslo aussi, l'Europe a accepté de jouer un rôle qui n'est pas un rôle très valeureux, qui est celui de banquier du processus de paix, mais non pas de son architecte. Elle a laissé l'architecture aux États-Unis à la demande d'Israël, qui ne voulait d'autres intermédiaires que les États-Unis, alors que l'Europe s'est contentée d'être le banquier de ce processus. Donc quand le pôle de Gaza a été détruit une première fois par les Israéliens, l'Europe a payé pour le reconstruire alors qu'elle avait payé sa première construction. Donc, et la même chose pour l'aéroport, et la même chose pour le budget de l'autorité palestinienne installée à Ramallah. C'est-à-dire l'Europe a accepté un rôle de banquier et non pas d'architecte. Moi, je pense qu'à moins que l'Europe n'exige d'être présent à l'architecture, c'est-à-dire à la conception d'un processus de paix, elle sera toujours dans une position seconde. La deuxième affaire qui a éclaté au cours du dernier conflit depuis 14 mois,
c'est que l'Europe est divisée désormais sur le Proche-Orient, ce qu'elle ne l'était pas avant, ce qu'elle n'était pas à Venise en 1980, ce qu'elle n'était pas dans la diplomatie classique de l'Union européenne, que continuait tant bien que mal à être représenté par M. Borrell, son représentant permanent. Mais les pays eux-mêmes étaient divisés sur la question. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui est arrivé, c'est que les Européens, regardant le Proche-Orient, plutôt que de regarder le Proche-Orient avec des yeux ouverts et discriminateurs, ils sont rabattus sur leur propre histoire. Donc ils ont vu le Proche-Orient comme une affaire intérieure européenne. Du coup, quiconque critiquait le comportement tout à fait critiquable du gouvernement israélien était menacé d'être accusé le lendemain même d'antisémitisme, ce qui est une affaire très européenne, je dois dire, et qui a peu à voir avec le Proche-Orient. Donc cette espèce de confusion entre l'histoire propre du Proche-Orient et l'histoire du continent européen, à laquelle nous avons assisté au cours de l'année dernière, a été dévastatrice pour les positions de pays comme l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays comme l'Autriche, voire d'autres pays encore, voire même en France. Donc, nous avons vécu un moment absolument surréaliste, où, par exemple, pour ne donner qu'un exemple, une journaliste juive d'origine russe, Masha Gessen, à qui on accorde un prix au nom d'une philosophe juive, Hannah Arendt, par une organisation libérale allemande, eh bien, on la prive de ce prix simplement parce qu'elle a parlé de l'Holocauste concernant Gaza, cette journaliste. Et les Juifs, et c'est un prix au nom d'une grande philosophe juive, Hannah Arendt. Si on arrive à une telle dépravation de ce qu'est le vrai antisémitisme, à une telle confusion entre l'histoire de deux régions qui sont relativement autonomes l'une par rapport à l'autre, c'est qu'on va très loin dans la bévue. Et alors non seulement on ne sait pas comment ce conflit va se terminer pour ce qui concerne Gaza et la Palestine en général, mais en plus on ne sait pas ce qu'on risque de payer finalement pour une sorte d'indifférence ou d'alignement sur le plus fort, mais en tout cas pas d'investissement pour la recherche d'une solution et pour dire les choses, quoi. Ce que vous allez payer, on l'a vu hier. Jeudi, une partie des dirigeants européens ont dit qu'ils n'allaient pas respecter la décision du procureur de la Cour pénale internationale concernant M. Netanyahou, M. Gallant. Jeudi. 21 novembre 2024. Voilà. Vendredi, 22 novembre 2024, le clone de M. Poutine, M. Medvedev, a dit qu'il ne reconnaissait pas, lui non plus, la Cour pénale internationale. Aurait-il fait cette déclaration mercredi, avant l'affaire Netanyahou, tous les Occidentaux se seraient montés au créneau pour dire « Hey, c'est impossible, c'est la sauvagerie, on ne peut pas faire ça, il faut respecter la CPI ». Et c'est ce qu'ils avaient fait pour le président Bachir du Soudan, c'est ce qu'ils avaient fait pour d'autres cas aussi. Mais ayant eux-mêmes poignardé la Cour dans le dos le jeudi, ils ne pouvaient pas répondre à M. Medvedev vendredi en lui disant non. Je prends cet incident pour vous dire que l'Occident est en train de perdre ses principaux arguments pour la défense de l'universalité de ses propres valeurs. Quand on fait une exception pour Israël, il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison pour ne pas en faire une pour M. Poutine. Quand on commence les exceptions, on ne termine pas. C'est comme dans la grammaire. Quand on commence une exception, c'est contagieux. Oui, donc l'Europe et l'Occident vont payer cher la mise en place d'une exception pour Israël. Oui, c'est comme une prolongation de la conclusion, enfin d'une des conclusions de votre livre, La tentation de Mars, Hassan Salamé, quand vous dites que l'Occident n'est pas forcément en déclin, mais il est en isolement de plus en plus. Et là, c'est vrai que la notion de deux poids, deux mesures, elle est ressentie, elle est dite de plus en plus dans le monde, et non seulement dans le monde, mais au sein de nos sociétés aussi. Le deux poids, deux mesures, c'est une vraie plaie. J'aurais été très heureux qu'il y ait deux poids, deux mesures. Il y a maintenant des poids et des mesures pour chaque cas.
Il y a des multiplicités des poids et des multiplicités de mesures. C'est-à-dire il n'y a plus un attachement à l'universalité des valeurs. C'est ça ce que ça veut dire. On fait des exceptions, on dit dans ce cas-là c'est pas la même chose, dans ce cas-là c'est pas la même chose, dans ce cas-là la victime a tort, etc. On trouve toujours les moyens de justifier cela. Mais la réalité, c'est que ce que l'Occident est en train de perdre en particulier, c'est le principe de constance. Si on n'est pas constant dans l'application de la loi, des règles, des traités, on finit par ruiner le principe même de la règle. Et ce que l'Occident est en train de faire est de trahir sa propre constance. Et du coup, il n'y a plus, comment dirais-je, d'architecture globale du monde qu'il peut défendre. Il ne peut plus défendre que ses propres intérêts. Et au sein de ces sociétés, c'est aussi un processus qui est en cours. Oui, j'avais pas pensé aussi, vous disiez que dans ce livre que l'Occident est le seul bloc qui avait une prétention universaliste par rapport aux autres blocs, y compris les blocs ascendants, notamment la Chine. On peut penser qu'elle veut être au centre du monde, mais pas forcément faire le monde. Elle ne veut pas siniser le monde. Elle ne veut pas imposer au monde ses propres... Elle part de l'idée, au contraire, que le monde est éclaté, puisqu'elle a une définition extrêmement étriquée et classique de la souveraineté. Alors que ce que les Occidentaux ont essayé de faire, c'est de développer le principe de souveraineté, de dire que ce n'est pas seulement un droit, que ça vous implique aussi des devoirs, si vous êtes souverain, le devoir de protéger votre propre population, le devoir de respecter le droit international, le devoir de ne pas envahir votre voisin, que la souveraineté est aussi responsabilité. C'est un peu ça la grande idée de l'Occident depuis les accords de Westphalie, où il avait une définition encore étriquée de la souveraineté, selon laquelle chaque pays a droit à son régime politique, chaque pays a droit, etc. Après, elle a développé une vision de la souveraineté qui était plus active, plus porteuse, plus positive, qui disait c'est aussi une responsabilité. On ne vous donne pas la souveraineté, on ne reconnaît pas votre souveraineté pour rien. On attend un certain comportement de votre part en tant qu'État souverain. La Chine veut revenir à la définition strictement westphalienne de la souveraineté. Chacun fait ce qu'il veut. Donc elle ne veut pas siniser le monde. L'Occident veut occidentaliser le monde. L'Occident considère que c'est une victoire si les Japonais s'habillent comme des Occidentaux. La Chine n'est pas comme ça. La Chine est en train de développer, au contraire, l'idée d'un monde où la souveraineté est absolue, où le plus malin réussit, quels que soient les moyens. Et vous disiez qu'en une dizaine d'années, si j'ai bien retenu, il y a en gros le nombre de conflits qui a doublé. Donc on peut imaginer avec ce qu'on vient d'évoquer, que les conflits vont continuer à s'accroître, les entrechocs, pas seulement avec des forces négatives d'ailleurs, parce qu'il y a des forces d'émancipation aussi qui s'entrechoquent avec des pouvoirs réticents qui eux-mêmes se durcissent. Est-ce qu'on peut se dire aussi que, comme l'histoire n'est jamais finie, qu'on va traverser une période de chaos, d'où laquelle pourrait naître une étoile, pour évoquer un philosophe. Il faut pas... Je suis un pessimiste actif. C'est-à-dire, je considère qu'une analyse réaliste de l'évolution du système international nous fait craindre une détérioration supplémentaire de ce que nous vivons à l'heure actuelle. Une multiplication des conflits et surtout une paralysie des organisations internationales pour y mettre fin. Le Conseil de sécurité est paralysé, l'Organisation mondiale du commerce n'existe pratiquement plus. Donc il y a multiplication des conflits et il y a absence des organisations capables d'y mettre fin. Cette combinaison me pousse à une analyse réaliste et donc un peu pessimiste de l'évolution du système international. Mais en même temps, je suis un pessimiste actif. C'est-à-dire que je considère qu'en dépit de cette lecture, il faut agir comme si ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire on ne peut rien faire. Et c'est pour cela que je suis allé dans un endroit difficile où j'ai failli perdre la vie, en Irak ou en Libye, en Birmanie ou ailleurs,
parce que je considère qu'il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se laisser, comment dirais-je, aller à une espèce de déterminisme que le mal est inévitable. Il faut faire comme si on pouvait véritablement arrêter ce glissement, mais il faut avoir les yeux très ouverts pour l'analyser. C'est cette position que j'essaye de tenir. Je suis plutôt pessimiste sur l'évolution du système international, mais je considère qu'on peut, dans beaucoup de cas, alléger la misère. On peut augmenter les moyens des organisations qui se chargent des questions humanitaires. Ils sont tout en état de déficit, de manque de fonds à l'heure actuelle. C'est dramatique, que ce soit l'OCHA, que ce soit le HCR, le Programme alimentaire mondial, etc. On peut peut-être, pour certaines questions, revitaliser le Conseil de sécurité sur des questions où les grandes puissances ne sont pas directement impliquées. Il faut faire même les petites choses qu'on peut faire pour alléger. Sur le cas libanais, moi j'aime pas beaucoup la résolution 1701, mais elle est là. Et on a un cadre juridique, il faut le faire marcher, il faut le faire appliquer. Les Gazaouis n'ont même pas ce luxe d'avoir un cadre juridique pour voir comment sortir de la misère totale d'un génocide qu'ils ont dû subir. Au moins les Libanais ont un cadre juridique. Bon, utilisons-le. Donc je suis un pessimiste actif. Ma lecture n'est pas très optimiste du système international, mais ça n'empêche pas... C'est pas les bras pour autant. Non. Et le terme génocide, vous venez de l'employer, pour vous, il apparaît de plus en plus difficile de dire le contraire. Écoutez, la Cour internationale de justice nous a dit que ce génocide était plausible. Et la Cour internationale de justice est une organisation que je continue de respecter, même si beaucoup de gens y voient autre chose. Le procureur de la Cour pénale internationale, qui est une cour indépendante des Nations Unies, contrairement à la Cour internationale de justice, nous dit qu'il a assez de raisons de penser que M. Netanyahou et Gallant ont été responsables de crimes de guerre. Ce que j'ai vu, de mes yeux vus, ce que m'ont raconté les Gazaouis que je connais, ne laisse pas place à beaucoup de doutes, hélas. Que ce soit en termes de famine organisée, que ce soit en termes de discrimination inexistante entre combattants et non-combattants, que ce soit l'acceptation que des dizaines meurent parce qu'on veut tuer une seule personne, que ce soit cette espèce de déplacement massif et permanent de population, que ce soit le nettoyage ethnique qui est en cours aujourd'hui pour vider le nord de la bande de toute sa population. Tout cela sont des signes qui ressemblent bien à un génocide. Merci Hassan Salamé, et bonne énergie, puisque vous avez l'air de continuer à vous battre à votre manière. À ma manière. C'était donc Hassan Salamé, auteur de La tentation de Mars, guerre et paix au XXIe siècle. Hassan Salamé qui est diplomate, comme vous savez, qui par profession est plutôt nuancé, mais qui se voit contraint d'évoquer la probable réalité d'un génocide à Gaza à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'il est difficile de lui donner tort. Alors on va maintenant changer de ton, mais pas d'espace, en restant dans la Méditerranée. On va traverser le temps avec l'historien Julien Loiseau, que vous avez déjà entendu, et qui nous parle de cette conférence qu'il a donnée dans le cadre des Nouvelles Rencontres d'Averroès, mais avant la date du rendez-vous de Marseille, et c'était à Forcalquier. Oui, c'est à la fois une réflexion sur le nom ou sur les noms de la Méditerranée, ce que ces noms disent de ce que nous projetons sur cette mer en termes d'héritage, de mémoire, de crainte, de désir. Et c'est aussi une réflexion sur notre représentation de la mer elle-même. C'est-à-dire qu'est-ce que nous plaçons dans cette mer, quelle place elle occupe dans nos sociétés. Est-ce qu'elle est un pont? Est-ce qu'elle est une frontière? Est-ce qu'elle est un miroir
territoire que l'on veut traverser ou que l'on ne veut pas traverser. Donc c'est une réflexion sur le nom, bien sûr, sur la réalité géographique de la Méditerranée telle que les hommes et les femmes du Moyen-Âge sur ces deux rives l'ont appréhendée. Moi-même, je suis un historien de la rive sud du monde arabe, mais je m'y intéresse évidemment des deux côtés. Mais c'est aussi ce que cette mer signifie dans ces sociétés qu'il aborde, dans la façon dont elle se projette elle-même dans l'espace, dans le temps, dans l'avenir, et les craintes ou les espoirs que la mer peut représenter pour ces sociétés du passé, depuis un passé donc qui est ce long passé que nous appelons le Moyen-Âge et qui est un peu comme l'enfance de notre monde, disait Jacques Le Goff. Oui, donc, d'autant plus que c'est peut-être plus facile d'avoir une vue générale ou d'imaginer une vue générale d'une telle mer qui est moins grande que le Pacifique, l'Atlantique. Oui, c'est certain. Et puis c'est quand même une mer dont les habitants sur les deux rives connaissent très bien ceux de la rive d'en face. Je pense qu'on a un peu perdu de vue dans l'Europe d'aujourd'hui, arc-boutée sur sa frontière maritime et si frileuse à l'égard des migrants. On a oublié à quel point nous connaissons très bien la rive d'en face et les voisins d'en face nous connaissent très bien, nous connaissent intimement et depuis très longtemps. Et c'est au fond cette interconnaissance qu'on a, je pense, oubliée. Or, elle est très ancienne et probablement, là encore, elle remonte dans la mémoire collective au Moyen-Âge. D'ailleurs, on peut faire une parenthèse sur Averroès, puisque vous faites partie des organisateurs des nouvelles rencontres d'Averroès. Et justement, Averroès est un de ces passeurs qui a été la référence pour lancer vos rencontres. Oui, tout à fait. Alors, les rencontres d'Averroès ont été créées par Thierry Fabre, qui a porté cet événement annuel chaque année, donc à Marseille, ces rencontres, ces débats publics autour de la Méditerranée, pendant 30 éditions. Et donc Thierry, qui a souhaité passer la main à une nouvelle équipe dont je fais partie, avec Chloé Chambrelin, avec Rémi Baille, avec Sopri Bouderbala, où nous réfléchissons donc à prolonger cet espace de discussion, ces rencontres annuelles. La figure d'Averroès, c'est évidemment une figure tutélaire, grand penseur de langue arabe, mais avant tout lecteur et interprète d'Aristote, qui lit dans la traduction du grec à l'arabe, qui a été faite avant son temps. Averroès est un homme du XIIe siècle, mais qui est effectivement tout autant un passeur que, au fond, un emblème de l'universalité de la pensée, quelles que soient les langues dans lesquelles elle se déploie. Et les rencontres d'Averroès, plus modestement, c'est un lieu où on peut débattre, quelle que soit la langue maternelle, quelle que soit la langue maternelle dans laquelle on pense, quelle que soit la langue dans laquelle on écrit, quel que soit l'horizon depuis lequel on écrit. Voilà, la pensée, le débat est universel et c'est ça qu'on veut défendre. On rappelle régulièrement qu'il y a cet héritage qui passe par des penseurs arabes qui s'abreuvent à la pensée grecque et qui la transmettent au continent européen. Mais comme tout est politique, ça a fait un peu débat à un moment donné, parce qu'il y avait un auteur ou plusieurs qui ont essayé de contrebattre cette idée en disant « mais non, en fait, on n'avait pas besoin du Sud, en gros, pour développer, enrichir notre pensée ». Oui, c'était la thèse défendue par Sylvain Guggenheim dans un livre paru en 2008, qui s'appelait Aristote au Mont-Saint-Michel, et qui entendait montrer que l'Occident latin avait redécouvert l'œuvre d'Aristote directement dans le grec, sans passer par l'intermédiaire de l'arabe. L'enjeu idéologique du livre, qui est plus un livre idéologique qu'un livre d'histoire, c'est effectivement de dire que l'Europe n'a pas eu besoin du monde arabe et de l'islam comme civilisation pour redécouvrir son lien avec l'Antiquité gréco-romaine. Et c'est aussi, disons, une pensée qui postule que, au fond, la langue arabe n'a jamais été un véhicule de la pensée rationaliste, de la pensée grecque, qu'elle n'a jamais été à l'aise avec la traduction du grec et qu'au fond, le seul lien avec la raison, avec la pensée rationnelle, eh bien c'est l'Occident qui en est le détenteur. Et ce qui va à rebours de ce que l'on sait, que l'on peut prouver, que l'on enseigne, que l'on étudie, qui est ce formidable mouvement d'essor des sciences au Moyen-Âge, et la langue arabe est la grande langue scientifique du Moyen-Âge. Encore une fois, quelle que soit la langue maternelle de ceux qui l'emploient, et quelle que soit leur religion, parce que parmi les savants de langue arabe, il y avait par exemple des Persans, mais aussi des chrétiens, des musulmans. Voilà. Il faut toujours en revenir, je pense, à l'universalité de la pensée, qui peut emprunter des véhicules différents, des langues différentes, des cultures différentes, mais qui, in fine, peut s'exprimer dans des termes universels.
Alors il y a différentes étapes avec des noms différents. En tout cas, on connaît celui de Mare Nostrum. Mais ça, c'est les Romains. Et donc, à cette époque-là, on ne parlait pas de Méditerranée, alors? Non, le mot Méditerranée fait une timide apparition au 7e siècle sous la plume d'un auteur donc, de l'Antiquité tardive, Isidore de Séville, qui était évêque de Séville, qui compose une encyclopédie, mais une encyclopédie fondée sur l'étymologie des noms. Donc, il prend des mots et il en développe l'étymologie. Et c'est lui qui, le premier, utilise le terme de Mare Mediterraneum, donc de mer entre les terres, et non plus de Mare Nostrum, notre mer, ou Mare Internum, mer intérieure, qui étaient les mots en usage à l'époque romaine. Et c'est cette expression-là, Mare Mediterraneum, mer entre les terres, qui progressivement s'impose d'abord dans les langues romanes, et notamment en français, et puis qui s'impose évidemment avec la domination européenne sur le monde au XIXe siècle, qui s'impose dans toutes les langues de la Méditerranée, que l'on retrouve y compris aujourd'hui en arabe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, l'arabe avait une autre façon de désigner la Méditerranée au Moyen-Âge, c'était Bahr al-Rum, c'est-à-dire la mer des Romains. La mer de l'Empire romain et la mer des héritiers des Romains, qui était l'Empire byzantin, qui dominait les mers, qui a dominé les mers au moins jusqu'au XIIe siècle. Donc on voit que beaucoup de choses se jouent dans la façon dont on désigne cette mer. Est-ce qu'elle est à l'intérieur de l'Empire? Est-ce qu'elle est entre les terres et donc entre des terres qui peuvent s'affronter? Est-ce qu'elle est la mer de l'adversaire? Parce que la mer des Romains, pour les géographes arabes, c'est la mer de l'adversaire. C'est la mer tenue par l'adversaire. Et aujourd'hui, oui, donc à différentes époques, on parle de Mare Nostrum à l'époque où c'était vraiment une unité politique, mais aujourd'hui c'est une division politique qui est la cause aussi, ou qui contribue à cette catastrophe humanitaire que sont les gens qui meurent en Méditerranée, qui fait de la mer un tombeau, du coup. Ça c'est un peu nouveau quand même. Et est-ce qu'il y a, à travers le temps, de quoi nourrir un peu l'espoir que ça peut se renverser? C'est-à-dire que, est-ce que c'est comme ça depuis longtemps? Est-ce qu'on peut imaginer que la force d'un terrain commun, en quelque part, va peut-être aussi contribuer un jour, en fonction des évolutions politiques, à refavoriser des échanges plus riches, quoi? Je ne sais pas, ça peut être une question en tout cas. Oui, c'est une question qui est évidemment extrêmement difficile, et puis on va dire que l'horizon politique a tendance à s'assombrir et donc à éloigner des perspectives comme celles que tu décris. Moi, je rappellerai une chose, c'est que les hommes et les femmes ont toujours bougé. Et que vouloir empêcher, limiter drastiquement la mobilité des hommes et des femmes, c'est aller contre l'histoire de l'humanité tout entière. Il ne faut jamais oublier qu'on est tous afro-descendants, qu'on est tous sortis d'Afrique avec Homo sapiens. Pour en venir à des périodes plus récentes, je pense qu'effectivement, ce qui est à conquérir, à reconquérir et qui est à notre portée, quels que soient les nuages qui assombrissent l'horizon politique, ce qui est à reconquérir, c'est justement cette interconnaissance que j'évoquais tout à l'heure, cette idée que nous connaissions très bien les sociétés d'en face qui nous connaissaient très bien. Et c'est ça que, à mon sens, nous pouvons retrouver par la curiosité, le débat, la lecture, les évolutions politiques mutuelles aussi, on peut imaginer. C'est-à-dire que les discriminations, tous les problèmes qui se posent vis-à-vis des populations d'origine du sud de la Méditerranée soient levés, que les rapports évoluent vers plus d'égalité, et qu'au sud, il y ait de vrais printemps, enfin des printemps durables, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir, mais malheureusement, c'est pas éternisé. On est bien d'accord, l'horizon s'assombrit, et il s'assombrit depuis une décennie, un peu plus d'une décennie. Il suffit de penser à la tragédie que connaissent aussi les migrants subsahariens aujourd'hui dans les pays du Maghreb, en Libye il y a quelques années, en Tunisie aujourd'hui. Bon, voilà, cette question, cette tragédie, évidemment, elle se joue en mer Méditerranée, dans la traversée vers l'Europe, mais elle se joue avant, dans la traversée du désert, dans l'accueil ou le rejet de ces populations, financées d'ailleurs évidemment par l'argent européen, puisqu'on sait bien que l'Union européenne finance ses politiques migratoires en Turquie, en Libye, en Tunisie aujourd'hui. Elle sous-traite. Elle sous-traite, tout à fait.
En fait, être historien sur ces questions-là, Julien Loiseau, c'est aussi être multidimensionnel, parce qu'il y a tout ce qu'on a évoqué au niveau de l'histoire proprement dit, mais il y a les questions démographiques jusqu'aux questions climatiques, migratoires, etc. Tout est lié. Tout est lié, et donc être historienne ou être historien, comme moi j'essaye de l'être, et d'autres avec moi, c'est aussi jouer collectif, c'est-à-dire qu'on est incapable de tout maîtriser seul, il faut lire, il faut s'appuyer sur les travaux des autres, il faut travailler aussi collectivement, on est dans des disciplines intellectuelles qui sont très solitaires et où en même temps, si on se passe de ce collectif, si on s'appuie pas sur les travaux des autres, et notamment sur les travaux de nos collègues du sud de la Méditerranée, on passe à côté d'un savoir merveilleux. Peut-être une dernière question, justement, c'est au niveau climatique, vous avez aussi pas mal d'antennes, de travaux là-dessus? Alors c'est en train de beaucoup se développer, évidemment. L'urgence du changement climatique est en train de mettre sur le métier, sur le devant de la scène, la question de l'histoire environnementale. Il y a beaucoup maintenant de travaux sur l'histoire environnementale. De ce point de vue-là, les collègues qui travaillent sur l'histoire de l'Europe sont plus en avance sont en avance sur ceux qui travaillent sur la Méditerranée ou sur le monde arabe, où là, les données sont encore insuffisantes pour avancer, mais c'est devenu un des grands enjeux de la recherche, notamment bien évidemment de l'archéologie, les archives du sol que fouillent les archéologues et qui permettent de mesurer l'évolution dans l'occupation des sites et les changements du climat qui se reflètent notamment évidemment dans la végétation. C'était Julien Loiseau à propos de la Méditerranée. Ainsi, nous terminons cette émission consacrée aux nouvelles rencontres d'Averroès des 21 au 24 novembre 2024 à Marseille, à la Criée. Merci à l'équipe des rencontres pour leur accueil et on se quitte avec le compositeur René Aubry pour un morceau qui s'appelle Now.